Autoriser. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc sur pour ce webinaire sur la crypto-monnaie et la sécurité, comment se protéger et comment éviter les pièges et les arnaques. Donc nous avons la chance de recevoir trois experts sur le sujet. C'est vraiment, je les remercie vivement, de pouvoir participer et de répondre aux questions, aussi de présenter, ce sujet, de parler de ce sujet. Nous avons Maître Véronique Rondeau-Abouli, voilà, donc qui est spécialisée dans le même de manière générale crypto-monnaie et blockchain. Maître Jérémy Astavola de Morel Allard, et puis Marc Bouzy, spécialisé dans la cybercriminalité, qui représente Broker Défense, cybercriminalité des crypto-monnaies, je précise. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc démarrer. Je précise que c'est enregistré, ça sera mis sur YouTube. Alors, en introduction, pourquoi on organise, réalise ce webinaire? Eh bien, tout simplement parce que le Bitcoin est passé à 100 000 $, comme vous le savez. Et puis, bien évidemment, ça va attiser encore plus l'intérêt des escrocs. Et c'était du coup l'occasion, c'était l'occasion de pouvoir, organiser ce webinaire. Alors, comment ça va se dérouler? Je vais resituer un peu le contexte actuel et ensuite je passerai la parole à Marc qui va s'exprimer sur comment identifier les arnaques aux crypto-monnaies. Ensuite, Jérémy qui va nous parler de comment prévenir et sécuriser les crypto-monnaies, et Véronique qui va nous expliquer comment agir en cas de problème. Alors, comme je le disais, le Bitcoin est passé à 100 000 $. Évidemment, ça attise, l'intérêt des escrocs. On parle d'ailleurs d'un terme qui s'appelle le REC, j'espère que je le précise bien. Un terme utilisé dans le monde des crypto-monnaies qui désigne des pertes brutales. Alors, quelques chiffres. Sur ce premier semestre 2024, il y a quand même eu 1,58 milliard de dollars qui ont été volés, principalement des volés sur des plateformes centralisées, on le précise. Ça, c'est quand même quelque chose de très important. Et puis, et malgré tout, le nombre, d'incidents signalés a diminué. Alors l'impact, c'est qu'il y a forcément une perte financière pour les victimes, mais évidemment aussi une érosion de la confiance de la crypto-monnaie pour les personnes qui entrent, qui entrent la première fois ou qui découvrent, cet univers, et puis bien évidemment aussi toutes les conséquences psychologiques et juridiques pour les personnes qui sont affectées. Donc l'objectif, c'est de parler de tout ça en fait, et je vais laisser de suite la parole à Marc qui va vous parler de comment identifier, on va entrer dans le vif du sujet, comment identifier une arnaque crypto. Marc, je te laisse la parole. Merci de me laisser la parole. Je vais commencer par présenter les familles d'arnaques les plus courantes. Donc, j'en ai identifié 4. Donc, la première, ça va être en soi la plus connue, c'est la pyramide de Ponzi. Alors, une pyramide de Ponzi, comment ça marche? Ça va être les nouveaux entrants qui vont financer les revenus, la rémunération qui va être perçue par les investisseurs précédents. Alors, on est sur un montage qui mathématiquement ne peut que s'écrouler. Parfois, on va avoir une subtilité parce que ça peut être doublé avec des propositions de MLM. Ce qui peut rendre la pyramide d'autant plus dangereuse parce que quand il y a une structure de MLM derrière, ça donne une assise beaucoup plus grande et ça peut créer un nombre de victimes beaucoup plus important. Alors, le Ponzi, quelque part, ça peut se voir en fait. C'est-à-dire que quand on voit une offre qui est vraiment trop belle pour être revue, trop attractive, et c'est vraiment très très beau, et en plus ça marche bien au début, là c'est un indice que ça sent un peu mauvais. Il peut y avoir ces éléments qui permettent éventuellement de détecter ça. Deuxième grande famille, ça va être le pop and dump, qui est en général couplé avec un rug pull. Alors, bon, c'est des termes anglais, vous connaissez peut-être pas tout ça. Donc, le pop and dump, c'est une montée artificielle du cours
d'une crypto, d'un token, d'une action. Ça existait, comme le Ponzi, hein, ça existait avant la crypto, hein. On est dans l'arnaque et dans l'escroquerie classique. Donc on fait artificiellement monter un cours de quelque chose, alors soit avec un discours frauduleux, soit avec une manipulation, soit avec une espèce de hype qui est montée en épingle. Mais en fait, là où il y a le point de bascule, c'est que les opérateurs, les instigateurs de cette opération, dès le début, ont prévu de partir avec la caisse. C'est-à-dire que quand on est arrivé au point où le cours est jugé maximal pour les créateurs, ou les créateurs de l'escroquerie, j'entends, ils partent avec la caisse. Ils ruguent le truc, donc le cours s'effondre et ils partent avec toute la liquidité de l'opération. Ça, c'est difficile à détecter à l'avance. C'est difficile parce qu'en fait, l'escroquerie existe dans l'intention criminelle de la personne qui monte l'opération dès le début. Et donc, savoir décrypter ce qu'il y a dans la tête des gens, c'est vraiment très compliqué. Quelle est la différence entre un projet qui est vraiment pris dans une hype qui décolle parce qu'il y a vraiment une construction derrière, et après il continue de monter, ou quelque chose qui va subir un pompage complet de la part de ceux qui l'ont créé? Voilà, ça c'est compliqué. Troisième grande famille, on va être on va dire dans la violence technologique. Alors, la violence technologique, qu'est-ce que c'est? Ça peut être du phishing. Donc par astuce, on va voler des données, et ces données vont permettre, soit d'accéder à des comptes, donc vol de mot de passe, se faire passer, avec un faux site, se faire passer pour, tel ou tel opérateur, et donc récupérer les identifiants de connexion, récupérer les identifiants de mail qui permettent après d'accéder à quelque chose. Donc ça, c'est avec vol avec astuce. Donc ça permet de récupérer, de voler directement des actifs, alors crypto ou pas crypto, hein, contre la volonté du détenteur. On peut avoir un autre degré où ça va être carrément, on va zapper le côté, récupérer les identifiants par astuce, qui va être directement de casser avec du hacking, on va dire un petit peu brutal, de casser un accès, trouver une faille de sécurité qui va permettre d'aller vidanger tout ça. Et après, alors là, du coup, la solution par rapport à ça, ça va surtout être des solutions technologiques, mais ça, c'est Jérémy, il va nous détailler ça bien mieux que moi dans quelques instants. Après, l'autre famille d'escroquerie qui fait vraiment des ravages, et ça dans des proportions peut-être encore plus grandes que les trois autres précédentes, ça va être tout ce que les Anglais vont appeler le pig butchering. Alors le pig butchering, ça va être lié à de l'ingénierie sociale, c'est de la fausse proposition de valeur. C'est-à-dire que vous êtes manipulé en tant que victime, vous êtes pris dans un schéma où vous rentrez, vous voulez souscrire à une proposition qui est intéressante, il y a la pression, il y a un petit peu de FOMO qui rentre en jeu, c'est vraiment une offre en or, il faut vraiment rentrer dedans. Mais tout ça, ça repose sur un schéma qui a été défini à l'avance. C'est-à-dire, la première étape, c'est rentrer en contact. Il y a déjà un ciblage des victimes qui se fait avec des techniques marketing tout à fait classiques. Derrière, il y a une phase d'accroche, convaincre pour pouvoir voler, montrer que la proposition qui est présentée, somme toute, elle est tout à fait normale. Alors, si on la regarde en détail à froid, on se rend compte que bon, ça tient pas forcément la route, mais pris dans le mouvement, pris dans la manipulation, c'est quelque chose qui est assez fluide et qui coule de soi. Et il y a aussi des techniques qui sont un petit peu des techniques de magie, de prestidigitateur. Alors magie au sens vrai magicien, qui est de détourner l'attention pour ne pas que la victime fasse attention aux signaux d'alerte. Donc ça, c'est extrêmement pernicieux, parce que du coup, quand on regarde ça après coup, on voit que les signaux d'alerte étaient là et on se demande: «Mais comment la victime n'a rien vu?» Oui, elle n'a rien vu parce qu'il y a eu ces techniques manipulatoires qui ont été utilisées pour masquer la chose. Et après, la dernière étape, du côté des escrocs, ça va être la sortie. Préparer sa sortie en rendant la piste des personnes et des fonds difficiles à suivre, ça va être effacer les traces ou les rendre complexes à suivre. Et donc là-dedans, la clé, ça va être, quand quand quelqu'un est rentré dans ce genre de choses ou se sent attiré dans une proposition, c'est essayer de revenir, de redéconstruire le fil à l'envers et de se poser une question clé qui va être: «Mais comment tout a commencé? Comment je suis arrivé à avoir cette proposition? Comment je suis là en train de faire ce paiement? J'ai ce numéro de wallet, je vais envoyer mes bitcoins, mes USDT, peu importe, mais d'où est-ce que je connais cette personne qui me demande de l'argent?»
Voilà, et donc, quand on se pose cette question-là, c'est la première étape qui permet psychologiquement aux victimes de redéconstruire l'ingénierie sociale dont il a été la victime et de reprendre tout doucement les pieds sur terre. Alors, c'est difficile, il y a des phases de déni, il y a des phases d'acceptation, c'est compliqué, mais voilà, c'est la démarche qui permet de se prémunir et il faut se poser ce type de questions le plus vite possible. Mais après, il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres indices, il y a aussi d'autres traces. Donc, quand on va voir des opérations un peu suspectes, on voit des choses qui sont, des promesses de rendement qui sont fortes, qu'on peut qualifier d'irréalistes, c'est là où vraiment il faut se dire: «Mais attention, est-ce que c'est vraiment possible?» Il faut être toujours dans une phase de questionnement par rapport à ce qu'on a comme proposition face à soi. Et également, des choses un peu, on va dire, j'enfonce une porte ouverte, mais faire attention quand on utilise des plateformes un petit peu douteuses. Quand on est sur des choses qui commencent à rentrer dans l'exotique de l'exotique, il faut se demander, mais si ça commence à sortir des sentiers battus et qu'on s'enfonce au fin fond de la jungle, au niveau de plateformes à la régulation douteuse ou absente, ou somme toute en termes de plateforme, on a juste un espèce de vague logo qui est en plus pas très beau. Bon, voilà, on peut se demander, déjà rien qu'avec l'esthétique des sites, est-ce qu'il y a du travail qui a été fourni derrière ou est-ce que c'est vraiment, un escroc qui a passé un quart d'heure pour essayer de sortir quelque chose comme ça? Donc voilà, donc là, je vous propose, enfin Jérémy, je passe la main pour, que tu puisses, présenter, enfin Maître Astavala, si vous pouvez présenter le côté, sécurisation et prévention des cryptoactifs. Oui, ouais, bah, merci beaucoup Marc. Ben, bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jérémy Astavola, donc avocat. Et avant en fait d'être avocat dans le secteur cryptoactif, ça fait 25 ans que je suis avocat en judiciaire et judiciaire spécialisé dans le monde des affaires, donc procédure collective, et je m'occupe pas mal de dossiers en droit pénal, mais droit pénal des affaires. Et avant d'être avocat, je suis aussi une personne qui a investi dans les cryptoactifs et qui a été, pour le dire comme ça, aussi scammé. Voilà. Et je dois dire que malgré en fait ma connaissance du milieu judiciaire ou juridique, et puis je considère être voilà, assez aguerri, on va dire, au traquenard et autres manipulations mentales. Je dois bien avouer que dans ce milieu, quand on a un peu de connaissances et effectivement attiré par l'aspect spéculatif, on peut vite se faire embarquer. Et j'ai eu à traiter de dossiers importants en matière de crypto avec des arnaques assez importantes qui se sont élevées à plusieurs millions. Et donc, j'ai eu à traiter à la fois d'un point de vue civil, mais aussi pénal. Et là, je laisserai un peu à Véronique, on en discutera un petit peu tout à l'heure, sur les aspects, on va dire, juridiques et judiciaires. J'ai eu à traiter de ces dossiers. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, malheureusement, et c'est ce que relève en fait la plupart des victimes, c'est que le schéma actuel et les protocoles mis en place, que ce soit par les parquets, le ministère public, donc procureur de la République, par les enquêteurs, par nos gouvernants, etc., si vous voulez, n'est pas adapté au secteur crypto. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va très vite, c'est souvent international. Comment saisir des cryptos ? On sait bien que c'est extrêmement compliqué, surtout, on va le voir quand on utilise des wallets non custodiales. Et donc, j'en suis arrivé en fait au point où ce que je souhaitais aujourd'hui vous mettre en avant, ce sont en fait finalement les réflexes simples, les best practices, entre guillemets, parce que j'ai beau être avocat, je dois bien avouer que face à un système judiciaire qui est démuni face à ce type d'attaque, c'est véritablement les bons réflexes qui vont vous permettre d'éviter d'être victime d'infractions. Et il ne faut pas croire que ces réflexes sont c'est évident, je veux dire, à mettre en place. C'est évident quand je le parle, mais quand on est sur le moment, voilà, il faut vraiment faire attention parce que c'est pas facile. La première des choses que je voulais vous parler,
c'est de l'éducation financière, c'est un principe de base. C'est de ne jamais investir plus d'argent que ce que l'on peut se permettre de perdre. Ça paraît simple de le dire comme ça, mais les crypto-monnaies, c'est un investissement qui est risqué et volatile. Et en fait, on doit avoir une stratégie qui est de dire je n'utilise que de l'argent, dont je sais que si je perds, ça ne va pas impacter ma vie quotidienne. Alors, on ne prend pas l'argent des factures, de l'épargne des enfants, des frais de scolarité, de l'argent des vacances. On laisse tomber tout ça. Et surtout, on n'a pas la fausse bonne idée de faire un crédit auprès de son banquier pour investir. J'ai vu des personnes qui sont venues au cabinet et qui sont partis là-dessus. Et si vous voulez, une fois qu'on est rentré dans ce schéma, on se retrouve en fait complètement démuni, même auprès de sa propre famille. Deuxième astuce et conseil, c'est d'éviter le FOMO. Marc, tu en parlais tout à l'heure. Le FOMO, c'est le fear of missing out. C'est la peur de manquer l'opportunité. D'accord? On voit d'un seul coup, on vous presse. Il y a de l'urgence. On se dit, c'est super, il faut tout de suite que je rentre maintenant parce que si je loupe cette opportunité, je ne pourrai plus investir. Faux. Déjà, ça fait à peu près maintenant 5 ans que je suis régulièrement dans le monde de la crypto. Il y a toujours des opportunités. Ça fait 5 ans que j'en vois passer. Et en fait, pour éviter ce FOMO, la première question que vous devez vous poser, c'est de dire, mais déjà, est-ce que je connais les personnes qui sont derrière le projet? Et c'est bien l'intérêt d'ailleurs des clubs comme Wallcrypt ou alors comme Meetup Lyon qu'on organise sur Lyon tous les 15 jours, c'est en fait de faire venir des porteurs de projets et en fait de connaître les personnes qui sont derrière. Parce que lorsqu'une personne se doxe, déjà on réduit très sensiblement les chances de se faire scammer. On peut regarder aussi, pour les plus aguerris, le white paper. Un white paper qui est bien monté, c'est déjà un signe de sérieux. Et puis, on regarde aussi les partenariats ou les éventuels audits qui ont été appliqués au projet. En fait, ces réflexes-là vous permettent, si vous voulez, de rationaliser votre comportement, de le rendre plus objectif et d'éviter de réagir sous un coup d'émotion. Troisième conseil en matière de sécurité, vous voyez, c'est des conseils simples mais vraiment efficaces. C'est de faire attention aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, parce que le risque, en fait, c'est ce que tu disais encore une fois, Marc, c'est le lieu privilégié des personnes qui vont scammer. Alors, c'est quoi? C'est Twitter, c'est Telegram, c'est Discord, et c'est Instagram. Faites attention aujourd'hui avec les outils d'intelligence artificielle, on sait, et ce n'est pas de la fiction, que lorsque vous allez regarder une petite vidéo sur, je ne sais pas, sur le développement personnel, sur quelqu'un qui vit un drame chez lui et que vous passez du temps là-dessus. En fait, vous avez des programmes qui analysent votre comportement et on sait que, par exemple, en ce moment, en fonction de ce que vous regardez dans les réseaux sociaux, vous êtes plutôt fragile ou vous êtes plutôt enclin éventuellement à ce qu'on vous fiche et ce qu'on vienne vous demander une relation, par exemple, si vous allez voir des jeunes filles, etc., on sait que peut-être potentiellement vous êtes célibataire et que donc si quelque part quelqu'un vient vous voir sur Internet et vous dit je suis une jeune fille, je suis là, j'ai vu que tu t'es intéressé à tel sujet, est-ce que tu voudrais discuter avec moi? C'est le premier signe d'un scam éventuel. Donc, faites véritablement attention à ce comportement que vous avez sur les réseaux sociaux et dites-vous bien qu'on ne vient jamais dans les réseaux sociaux vous chercher par hasard. Ça n'existe pas et ça doit être un des signes privilégiés. Quatrième conseil, bien évidemment, c'est not your key, not your coin. Je pense que pour certains d'entre vous, vous connaissez ça parfaitement, c'est que on protège véritablement sa crypto dans du matériel, d'accord, et plutôt, si possible, donc dans un matériel qui serait un hot wallet, mais on préfère largement en crypto le cold wallet. Je pense que vous connaissez la différence, c'est que le hot wallet, votre clé privée est détenue dans le cloud et est chiffrée par votre explorateur. Le cold wallet, vous détenez sur un matériel type une petite clé de type Ledger ou Trésor, votre clé privée. Bien évidemment, c'est la meilleure des protections possibles. Alors, je ne suis pas un expert en cybersécurité, je sais parmi vous qu'il y en a et je pense que ça peut être
à fait intéressant de discuter tout ça, mais aujourd'hui, les conseils que je peux donner en matière, voilà, pour éviter les problèmes, c'est véritablement d'isoler vos crypto-monnaies, de les stocker et surtout de ne pas les stocker dans des quantités importantes. Plus vous utilisez votre matériel ou votre wallet, plus vous avez intérêt, en fait, à mettre des sommes faibles dessus. Par exemple, si en plus vous testez des airdrops, faites-vous un wallet en hot wallet airdrop. Si vous faites du staking, faites-vous un hot wallet staking. On peut créer autant de wallets qu'on veut. Et puis, donc, il faut vraiment profiter, c'est gratuit. Et par contre, on a son coffre-fort à la maison ou voilà, qui est sur sa clé Ledger ou sa clé Trésor. Et là, on ne touche pas. Voilà, on essaye de voir le moins d'interaction possible avec l'ordinateur et sur Internet. Et puis, comme tu le disais aussi, Marc, puisque tu disais effectivement, à mon avis, des choses essentielles, c'est que si jamais vous n'utilisez pas des clés privées, allez sur des plateformes régulées. Pourquoi ? Parce que les plateformes régulées, notamment celles qui sont PSAN et bientôt qui seront PSCA, en fait, elles doivent respecter des normes strictes de sécurité et elles ont des procédures de KYC. Et donc, en fait, voilà, ça vous donne une certaine sécurité. Ça ne n'empêchera pas, si jamais elle fait faillite, de perdre vos cryptos. Mais en tous les cas, vous aurez quand même un gage de sérieux. Et puis, avant d'investir sur un projet, vous avez la possibilité aussi d'aller vérifier si les sites sur lesquels vous êtes appelé à mettre de la crypto ne sont pas des sites qui sont sur liste noire de l'AMF ou alors de l'ESMA. Alors ça, c'est au niveau européen. Vous pouvez consulter aussi des plateformes spécialisées comme Chain Abuse, où il y a des bases de données communautaires sur les arnaques crypto. On a Bitcoin Abuse aussi qui existe. Et j'ai envie de préciser aussi des choses qui sont du bon sens. Hein. Mais avant d'investir, vous connaissez des gens autour de vous, vous êtes dans des groupes, vous êtes dans des events, contactez des personnes pour savoir si elles aussi, qu'est-ce qu'elles pensent du projet et qu'est-ce qu'elles pensent, voilà, si est-ce qu'elles penseraient investir, etc. Voilà, moi je voulais vraiment vous préciser ça. On discutera après du juridique, mais ces règles de bon sens, ce sont des règles de prévention essentielles et je peux vous garantir que voilà, vous vous économiserez beaucoup d'argent en termes d'avocats et de procédures si vous respectez voilà, ces simples principes. Et je te laisse la parole, Véronique, voilà, pour que maintenant tu rentres véritablement peut-être dans le sujet un peu plus juridique, voilà, qui peut-être les personnes attendent justement cet aspect-là. Merci. Merci, Jérémy. Voilà. Alors donc, bon, moi aussi, donc je suis avocat et je suis spécialisée dans les problématiques de droit de l'internet, des technologies de la communication, ce qui est très important dans les problèmes dont on va parler dans quelques instants. Et donc, je m'occupe donc de la blockchain, des cryptoactifs, et notamment, ça m'a amené aussi à réorienter un petit peu mon activité dans tout ce qui est le droit financier au sens très large, parce que on se rend compte que finalement, les cryptoactifs, c'est aussi du droit financier, et c'est beaucoup de droit financier. Et donc, je m'occupe beaucoup de toutes les problématiques liées aux arnaques à l'investissement en général et particulièrement au paiement et aux crypto-monnaies. Alors, je suis tout à fait, donc je suis contente de passer après Marc et Jérémy parce que je trouve que ça s'enchaîne très bien. Et effectivement, comme l'a souligné à juste titre Jérémy, il faut véritablement se lancer dans l'écosystème de l'investissement dans les actifs numériques avec quand même une culture financière de base, mais aussi un petit peu de culture financière, un petit peu de culture technologique, c'est important. Parce que ce que je voudrais essayer d'expliquer très simplement, c'est que quand on a affaire à des actifs numériques, souvent les gens pensent, bon, j'ai fait une transaction, donc je suis propriétaire. C'est pas tout à fait ça. Pour les actifs numériques, la propriété numérique, elle se définit surtout par qui a le contrôle de l'actif, qui passe effectivement par le contrôle de la clé privée. Mais ce qu'on découvre parfois, c'est qu'on n'est pas le seul à avoir le contrôle de sa clé privée et que y a donc une montée en puissance
notamment pour les appliquer aux crypto-monnaies, de ce qu'on appelle le phishing d'approbation, qui est que justement, parce qu'au départ, ça commence comme ça, par une prise de contact, par les réseaux sociaux. Bon, alors, il y a une sous-distinction très importante dans les réseaux sociaux qui sont les groupes de conversation sur les messageries de communication électronique, genre WhatsApp, Telegram, etc. Et moi, je remarque dans les dossiers que je rentre ou quand je donne des consultations, au jour d'aujourd'hui, depuis grosso modo 1 an, voire même 2, ça avait commencé avant, certes, mais le maximum d'arnaques viennent par des prises de contact, peut-être pas par les réseaux sociaux sans doute, mais par les groupes de communication. Et vous avez certainement tous, comment dirais-je, été contactés. Tout à coup, vous savez pas pourquoi, et vous voyez que vous êtes rajouté à un groupe de communication. Bon. Alors au début, j'y faisais pas attention, mais maintenant, compte tenu des dossiers dont je m'occupe, moi personnellement, quand je ne connais pas personnellement l'administrateur qui vient me dire bon, on commence une discussion, parce que évidemment, je m'intéresse moi aussi aux crypto-monnaies, crypto-actifs, etc. Et alors souvent, on usurpe des identités numériques. Et je pense que l'identité numérique la plus usurpée de ce point de vue sur les boucles frauduleuses, c'est Binance, vous voyez. Et donc, on commence à vous dire, on va discuter du alors de la DeFi, si tu veux investir, on va t'aider, etc. Ça commence toujours comme ça. Donc déjà, moi, qui m'invite dans une boucle de communication? Parce que ça commence par là. Et ça prend une telle ampleur que justement, Chain Analysis disait très récemment que le Japon a considéré que c'était le vecteur principal, et ça, il n'y a pas qu'au Japon, comment dirais-je, des manœuvres frauduleuses. Et donc, ils commencent à prendre en lien avec notamment le secteur bancaire, etc., des dispositions. Alors, donc, c'est comme ça que commencent les manœuvres frauduleuses, parce que souvent, on commence à vous dire, bah, tiens, je vais t'aider. Tiens, tu veux pas, comment dirais-je, télécharger un système de prise en main à distance de ton ordinateur ou par WhatsApp, puis je vais t'aider à faire la première petite transaction. Et c'est là où commence en général la première brique de la manœuvre frauduleuse, c'est que la personne commence à commettre son délit en général à ce niveau-là. Et ça, c'est sanctionné par les dispositions de l'article 323.1 à 3 du Code pénal. C'est l'intrusion frauduleuse dans un système de traitement automatisé de données. Et la jurisprudence a considéré que même si vous êtes volontaire éventuellement pour télécharger cette application, il n'empêche que si elle est utilisée contre vous avec des manœuvres frauduleuses, le délit est constitué, si vous voulez. Et donc, les escrocs commencent en général par là, parce que vous ne vous en rendez pas compte, mais ils peuvent installer des malwares, mais surtout, ils copient, ils extraient vos données d'identification, vos données financières, vos données bancaires, etc. Et donc, notamment, et c'est là où je fais une petite incise sur, parce qu'en général, ce genre d'escroquerie, ça commence par l'escroquerie au paiement, où pour aller acheter la crypto-monnaie, on va vous dire... faites un virement ou faites un paiement instantané par carte bleue et on guide la personne. Et la personne, donc, justement, parce que maintenant, les banques se sont mises au niveau de la sécurité qui convient à la montée en puissance de cette cybercriminalité, parce qu'on appelle, et de toute façon, c'est obligatoire, les authentifications de FA, etc., avec l'approbation par SMS, un code, etc. Mais le problème étant, c'est que les banques ne se sont pas aperçues, et là, il y a une jurisprudence montante à cet égard qui est en train de changer la donne, parce que souvent les banques disaient, écoutez, vous avez compromis, vous donnez l'accès à vos données, donc c'est de votre faute. Ben non, c'est pas de votre faute, parce que Marc et Jérémy l'ont dit, il y a quelque chose qui est très important, c'est la notion de manœuvre frauduleuse. Et la manœuvre frauduleuse, elle va corrompre tout. Et donc, quand on est amené vis-à-vis de sa banque à contester des paiements, des virements instantanés, pouvoir apporter la preuve de ce qu'au départ, il y a eu une manœuvre
de ce type, normalement, fait en sorte que on doit rentrer dans un mécanisme de remboursement. Bon, je peux pas parce qu'on peut pas faire un webinaire que là-dessus, c'est plus complexe que ça, mais c'est la tendance de la jurisprudence qui évolue à cet égard. Et moi, je suis beaucoup les différentes parutions comme l'Observatoire des moyens des services de paiement qui a fait des rapports là-dessus et qui a bien mis en évidence en 2022 qu'il y avait un nouvel type de typologie de fraude au virement. C'était la fraude au virement dans un contexte d'ingénierie sociale qu'on vous a décrit tout à l'heure. Bon. Donc Juste, ça, Véronique, c'est le niveau, oui. sur ce sujet-là, justement, pour les auditeurs, pour les gens qui sont là, en fait, ce que tu es en train d'expliquer, c'est que maintenant, on va l'aborder, hein, il y a l'aspect pénal avec la plainte pénale et donc l'aspect aussi civil, où en fait, une victime d'escroquerie peut se retourner. Et toi, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est qu'il est aujourd'hui, dans cette approche-là, possible d'aller attaquer l'établissement bancaire ou éventuellement peut-être même une plateforme de crypto en utilisant ce vice du consentement parce qu'il y a eu une abolition du discernement de la victime. Et donc, potentiellement, si jamais il y a une faute de la banque ou de l'établissement de paiement, il serait possible de récupérer les sommes perdues par ce canal-là. Est-ce que c'est un peu ça le résumé ? Oui, c'est résumé. Alors attention encore une fois aux informations déceptives parce que c'est une évolution du contentieux. Ça s'obtient pas aussi facilement que ça, hein, si vous voulez. Donc c'est pour ça que moi, quand je rentre des dossiers comme ça, je dis tout de suite, il faut partir avec est-ce que les victimes sont prêtes à faire une petite dépense qui est nécessaire en prenant un spécialiste en analyse de flux dont fait partie Marc. Alors souvent, on a ce réflexe pour les analyses on-chain et je vais y venir après de ce que ça peut amener au niveau de l'exploitation des informations sur la traçabilité des transactions. Mais c'est très important aussi de pouvoir faire un mapping des flux financiers pour pouvoir expliquer aux banques. Et justement, après, de pouvoir apporter les preuves des manœuvres frauduleuses, c'est-à-dire est-ce que on m'a fait télécharger un système de prise à distance de mon ordinateur? Est-ce que j'ai été guidée par une boucle de conversation WhatsApp, etc. Alors, parce que je suis obligée de résumer, vous comprenez bien, parce que j'ai encore pas mal de choses à vous dire, mais notamment, les réseaux sociaux ont une réglementation un petit peu différente par rapport au système de conversation téléphonique. Où là, ils ont vocation, moi c'est mon opinion à moi, et je pense que la jurisprudence va évoluer comme ça, mais à être régulés par le règlement européen DSA, qui fait que on peut aussi demander des comptes, faire une enquête auprès donc des fournisseurs d'accès des messageries téléphoniques pour savoir qui se cachait derrière l'administration de cette boucle WhatsApp, etc. Et aussi amener la plateforme à dire, mais attendez, au titre du règlement DSA, vous devez avoir quand même un contrôle de ce qui se passe dans vos conversations sur vos services. Et ça, c'est quelque chose, c'est une tendance montante et c'est important. Véronique, s'il te plaît, est-ce que voilà, pour juste pouvoir avancer, qu'est-ce que tu penses des confrères qui vendent des prestations en disant on va attaquer la banque sur leur devoir de vigilance? Parce qu'on voit beaucoup de contentieux qui partent au civil là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est-à-dire que quand parce que faut pas confondre vigilance et diligence. La diligence technologique de la banque. Et souvent, il y a énormément de contentieux alors qui sont déceptifs parce que les gens se font débouter parce qu'ils partent sur le contentieux, si tu veux, de la vigilance en disant mais parce que il y a la directive AML, etc., vous auriez dû, d'une part, me dire que je faisais un virement douteux et vous auriez dû vérifier. C'est pas tout à fait comme ça qu'il faut se défendre sur le devoir de vigilance des banques. Alors là aussi, je suis obligée d'aller très vite. C'est que le devoir de vigilance des banques, c'est pas tellement des banques en tant que telles. Enfin, c'est tous les intermédiaires de la chaîne du flux financier du paiement, parmi lesquels sont les prestataires de services de paiement, pour voir dans les contrats que la banque
qui a votre compte de paiement va passer avec les différents prestataires de services de paiement pour voir si parce que eux aussi, notamment le prestataire de services de paiement bénéficiaire, lui aussi, c'est plus le bénéficiaire éventuellement qui pourrait avoir des comptes à rendre sur l'obligation de vigilance par rapport aux flux financiers anormaux qui peuvent arriver chez lui. Alors, vous voyez, je peux pas tout expliquer parce que c'est un petit peu complexe, mais la vigilance de la banque en tant que telle, pour répondre à ta question, Jérémy, en disant, ben voilà, j'ai fait un virement, vous auriez dû me dire que par rapport à la vigilance, c'est pas comme ça qu'il faut prendre le problème, effectivement. C'est au niveau de la manœuvre frauduleuse. Mais alors, je suis assez d'accord aussi. En fait, moi, je voulais surtout attirer l'attention sur le fait que, à part s'il y a une erreur manifeste, d'accord, sur le virement, les contentieux contre les banques sur le caractère AML en lutte anti-blanchiment d'argent, ça ne fonctionne pas, d'accord, contre les banques en termes de responsabilité. Donc, il faut vraiment que la banque fait une grossière erreur, c'est-à-dire qu'elle est vraiment envoyée pour pouvoir aller agir sur ce point-là. Oui, Jérémy, si tu me permets, Jérémy, aussi, parce que si vous voulez, la responsabilité des banques de ce point de vue dans la mise à disposition des instruments de paiement qui permettent de faire les paiements, elle a une obligation qui est fondée sur le risque. Et souvent, on ne sait pas toujours très bien interpréter ce que ça veut dire, la responsabilité fondée sur le risque, mais ça veut dire que la banque, elle doit en permanence, et notamment par rapport à l'évolution des typologies, des fraudes, revisiter sa politique de risque, etc. Et il y a un très bel article qui est paru justement dans la revue Banque, c'est le cas de le dire, de novembre 2024, où justement la profession, ça y est, a compris, comme le Japon cette année, qu'il y avait une nouvelle typologie de fraude et qu'il va falloir faire évoluer justement les systèmes d'authentification. Parce que la dernière chose que je voulais te dire, Jérémy, après je voulais parler des cryptos aussi, mais c'est que quand on conteste un paiement, c'est l'article 133, 16 ou 26 du Code monétaire et financier. Bon, excusez-moi sur la numérotation, mais c'est dans le Code monétaire et financier, faites-moi confiance. Donc, il faut que vous disiez à la banque, je conteste mon paiement parce qu'il y a eu une déficience technique ou autre. Et c'est dans le ou autre qu'on commence à voir cette jurisprudence qui s'installe sur la preuve de la manœuvre frauduleuse qui a corrompu la totalité de l'opération de paiement par tout un mécanisme qu'il faut définir. C'est ça que je voudrais faire passer comme idée. Alors, je vous dis pas que ça se prouve facilement, parce qu'il y a toute une technique pour monter son dossier, etc. Mais il est là, le point d'ancrage au jour d'aujourd'hui. Voilà. Alors, du raisonnement juridique. Et au niveau pénal, Véronique? Alors, justement, j'allais poser aussi la question. Et après, on passera aussi, justement, que faire en cas d'arnaque. Et on repassera aussi la parole tout à l'heure à Marc, puisque Marc, effectivement, tout à l'heure, tu as parlé du mapping, justement. Déjà, ça sera une première étape. Je pense que pour les gens qui sont victimes d'une arnaque, la première étape, c'est déjà au moins d'avoir des preuves. Hein, voilà. Oui. Donc je te laisse finir, alors, Véronique, très court, et après on passe la parole à Marc. Oui, je vais aller très court. C'est que justement, c'est très important, comme je vous l'ai dit, de pouvoir faire le mapping des transactions avec un expert, etc. Alors, pour répondre à la question de Jérémy sur le caractère déceptif des plaintes pénales qui sont déposées, oui, c'est un peu vrai, mais moi je dis que je ressens qu'il y a une véritable appétence pour les enquêteurs pour faire aboutir les dossiers. Alors, c'est toujours pareil. C'est pas que je pense que je fasse des choses extraordinaires, mais quand même, c'est que souvent, quand on fait des dépôts de plainte, elles sont pas toujours peut-être très bien motivées. Alors, il faut pas hésiter à faire des dépôts avec énormément de pièces justificatives, etc., et de pas se tromper dans l'argumentation juridique. Parce que la plainte pénale, on retrouve le même raisonnement civil sur la notion de manœuvre frauduleuse et de manœuvre frauduleuse par justement ce que je vous ai expliqué très vite tout à l'heure, l'intrusion dans le système de traitement automatisé qu'est ou votre iPhone
parce qu'il y a des SIM, ce qu'on appelle le délit, les SIM phishing, etc., et l'accès. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'attention, il y a quand même un point au niveau Après le temps du cours dit pénal. Véronique, Oui. on va C'est écouter, on va qu'on passer la peut parole à aussi demander des comptes. Attendez, on peut aussi demander des comptes au PSAN qui soient réglementés ou pas réglementés. Et c'est là tout le travail. Quand on a un enquêteur avec nous qui a fait une analyse on-chain, c'est que il faut faire une analyse de traçabilité du voyage de la crypto, comment elle est sortie. Mais justement, comment elle est arrivée, soit sur l'exchange centralisé, réglementé ou pas. Parce que notamment, et c'est pour ça que moi, avec les experts avec lesquels je travaille, une fois qu'on a fait ce mapping, je dis, bon, ben là, voilà, on s'aperçoit qu'il y a peut-être plus utilisation d'un mixeur, machin, etc. Alors, si vous me posez des questions, je pourrais revenir, mais ça, ça permet, si vous voulez, de montrer que il y a eu des manœuvres frauduleuses parce que contrairement à ce qu'on pense, les exchanges qui reçoivent des crypto-monnaies ont un contrôle, alors là, pour le coup, de vigilance, de traçabilité de l'origine des fonds. C'est la directive Travel Rule qui a été modifiée par le règlement de 2023 qui va être obligatoire en janvier, mais qui fait qu'on peut leur demander, au niveau de la traçabilité, mais quelle enquête vous avez fait pour accepter ces cryptos qui sont dans un contexte de fraude. Voilà. Donc, transité géré par cet donne. exchange. Et c'est tout ça qu'il faut expliquer dans la plainte et arriver, justement, si on part avec une plainte bien écrite, etc. Bon, ben, si le procureur, de toute façon, veut pas instruire et qu'il classe sans suite, on peut contester l'ordonnance de classement sans suite et, le cas échéant, déposer plainte à la constitution de partie civile entre les mains d'un juge d'instruction. Et donc, à ce moment-là, on a peut-être plus de possibilités pour demander des mesures d'instruction. Mais moi, je reste persuadée que si, avec les enquêteurs, au niveau de la phase d'enquête, on leur apporte le maximum d'outils, notamment dans la preuve des manœuvres frauduleuses, on peut avoir quand même parce que les enquêteurs sont intéressés par ça, ils ont des obligations à rendre à leurs autorités. Il y a le GAFI qui est derrière, enfin, etc. Bon, voilà. Puis il y a aussi, surtout quelque chose, Jérémy, tu l'as dit tout à l'heure, il ne faut pas négliger, c'est quand on est à la limite de l'investissement qui a une nature financière, d'utiliser le levier de l'AMF aussi, qui peut, quand on lui apporte la preuve des manœuvres frauduleuses, envisager de faire fermer la plateforme. Je pense que Marc pourrait montrer, en fait, justement, quel est le travail qui est fait. Je comprends. On va laisser la parole à Marc. Merci Véronique. Oui, alors effectivement, une image, ça vaut mieux que des grands discours. Donc, pour rentrer dans le concret, donc nous, on fait des analyses, des enquêtes de traçage, donc le type de travail sur lequel Véronique s'appuie dans le cadre de ces dossiers. Je vais partager mon écran. J'ai préparé quelques cas concrets qui permettront tout de suite de visualiser à quoi ça ressemble un schéma frauduleux dans de la crypto. À quoi ça ressemble? C'est-à-dire que à la base, enquêter dans la crypto, le concept, c'est hyper simple. On prend une transaction entrante, on regarde où ça va. Entrant, sortant, c'est pas compliqué. Maintenant, en réalité, quand on doit regarder sur des schémas frauduleux, on voit que c'est compliqué. Il y a des mixeurs, il y a de nombreux comptes, etc., etc. Donc, je vais commencer par partager mon écran. Hop. Alors, voilà, je lance le partage. Mais voilà, désolé, hop, j'avais cliqué à côté. Alors ça, c'est un premier schéma que je peux vous présenter. Donc là, on est sur un schéma, on va dire, relativement classique de peak butchering. Alors ça se passe comment? Sur ce type de schéma, je vous donne le code couleur. Les petites bulles violettes, ce sont des exchanges. Les petites bulles grises ou bleues, ce sont des wallets, en fait. Alors en gris, le compte est à 0 et en bleu, il y a des actifs. Donc sur la partie que vous avez ici à gauche, vous avez en fait les différentes victimes qui vont alimenter des comptes de collecte. Alors là, j'en ai mis que 2, mais j'aurais pu en mettre sur un réseau comme ça beaucoup plus. C'est qu'au bout d'un moment, ça devient compliqué à visualiser. Du coup, j'ai fait un petit tri. Ces comptes de collecte sont après rapatriés, regroupés sur des comptes de regroupement. Vous en avez un ici en haut, un autre en bas. Et après,
depuis ces comptes de rapatriement, ça part sur d'autres comptes intermédiaires et après, on a un point unique de sortie, qui est donc le sommet de la pyramide. On voit bien qu'il est en violet. On est bien sur un exchange de sortie. Et là, comme tu le disais, Véronique, cet exchange-là, bah, s'il se pose la question de l'origine des fonds, bah, il va quand même tomber sur une structure pyramide à l'inverse et ça devrait attirer en tout cas sa curiosité. Est-ce que dans les faits, ils le font? Bah, faudrait leur poser Ou la est-ce qu'ils question. peuvent le faire facilement, plutôt moins? Bah, le faire facilement, technologiquement, ça n'a pas l'air trop compliqué. Excuse-moi, j'ai pas entendu. Quand tu parles, il y a un écho, on t'entend plus très bien. Oui, il y a un écho, c'est parce que je pense que c'est partagé là, effectivement. Ah, ça vient de moi l'écho quand je parle? Non, c'est bon pour toi, je pense. Ok. Donc ensuite, je vous présente le deuxième schéma. Alors, le deuxième schéma, ça, c'est un Ponzi. Alors, on voit que le schéma est totalement différent. Donc, sur la partie gauche, on a le compte de collecte et on constate qu'il y a également énormément de flux sortants. Donc ça, c'est le retour, c'est la rémunération des premiers investisseurs qui va ressortir. Alors on voit que les flux entrants, c'est essentiellement avec des exchanges. Donc ça, c'est les personnes qui rentrent dans le Ponzi, qui ont leur compte, qui vont alimenter ce compte de collecte. Et après, il y a des rémunérations qui ressortent. Et surtout après, on voit également le même schéma avec un compte de regroupement qui là pour le coup est unique, qui également va verser des rémunérations, mais d'un montant plus élevé. Et surtout, on a une grosse transaction sortante, un gros flux sortant. Donc là, on est sur un flux à 6 millions, presque 7 millions de USDT, qui va arriver sur, là, du coup, on peut présupposer que c'est lié au commanditaire ou à la tête du Ponzi. Troisième schéma, et alors là, accrochez-vous. Alors ça, un schéma comme ça, moi j'adore. Parce que plus il y en a, plus c'est sympa. Et quand je tombe sur un truc aussi compliqué que ça, je me dis, voilà, ça c'est bien, je vais m'éclater, je vais passer une bonne journée. Donc là, on est un peu dans la même structure que le premier avec le pitbull sharing, avec des premiers comptes d'alimentation. Donc là, on voit qu'il y a pas mal d'exchanges qui sont indiqués. Alors ces exchanges, ça correspond à différentes victimes qui vont alimenter des comptes de premier niveau. Alors, il n'y a pas que des exchanges, hein, voilà, ça reflète un petit peu la typologie d'utilisation des wallets. Il y a aussi du wallet froid. Enfin voilà, ça se regroupe ici. Et là, on va passer de compte de regroupement en regroupement. Il y a une espèce de pyramide, qui se met en place. Et le sommet de la pyramide, je l'ai mis en rouge, il est ici. Et là, si on zoome un peu, on est sur un flux à 39 millions. Et après, la pyramide va repartir dans l'autre sens et va repartir en arrosoir. Alors, sachant que là, je vous mets qu'une seule branche de la pyramide, parce que sinon, après, ça devient totalement illisible graphiquement. Ça repart en arrosoir avec des comptes qui sortent, qui sont ventilés, qui partent dans tous les sens. Et vous avez, en fait, ici, une des sorties. Alors, je dis bien une des sorties parce que ce cas de figure, c'est du schtroumpfage. Et le schtroumpfage, c'est quoi? C'est qu'on va avoir des transactions de sortie d'un petit montant. Donc là, la transaction de sortie sur cet exchange, elle est de 39 dollars. Et dans ce cas de figure-là, le total du flux de 39 millions, il est ventilé sur un nombre invraisemblable de wallets détenus par des exchanges avec des transactions de 100 dollars maximum. Donc vous imaginez le nombre de wallets qu'il faut pour arriver à ça. Et donc, hop, voilà, c'était le troisième exemple. Ça me semblait important de vous montrer tout ça. Et je vais également vous montrer une dernière chose, c'est quand on s'intéresse à des flux, on peut quand même essayer de quantifier, de qualifier la qualité du flux. Alors, il y a différents outils, donc ça, c'est un de ceux qu'on utilise. Et là, par exemple, ça nous permet d'avoir que, en risque entrant ou sortant, on va avoir les 2 degrés d'exposition, notamment avec des services qui n'ont pas de process KYC ou qui ont des process insuffisants. Donc en fait, pour répondre à la question sur l'origine des fonds, globalement, on peut avoir des outils d'agrégation qui vont faire une synthèse des risques potentiels sur tel ou tel flux entrant, donc qui permet après aux exchanges qui font cette démarche de vérification de flux. Donc là, on le voit, hein, on prend un wallet, on le fait en un clic, on a le résultat. Ça permet après de se poser les bonnes questions et d'aller creuser un peu plus en se disant oui, mais là, ça pique les yeux. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe derrière? Voilà, donc j'arrête avec mes petites images.
Merci Marc, c'était très très intéressant. Donc on constate qu'effectivement on peut quand même déjà aller loin dans la recherche, je dirais, donc des fonds qui ont été, je dirais, piratés, hein. Et donc là il nous reste en fait 7 minutes. Après on va laisser aussi on fera donc, je dirais, une petite conclusion sur comment vraiment faut réagir. Mais ce que je voudrais aussi, c'est laisser peut-être la parole aux personnes qui nous écoutent. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que vous avez déjà pu entendre, ou tout simplement par rapport à ce que vous avez personnellement, j'espère pas pour vous, mais vécu ou entendu, ou alors peut-être dans votre entourage des personnes qui ont été victimes d'arnaques. Si vous avez des questions, profitez, c'est le bon moment. Grégory. Alors vas-y Grégory, je te donne la parole. Bonjour à tous. En fait, je voulais faire une sorte de petit témoignage concernant les arnaques avec des pseudo VC, Family Office, des personnes qui se font passer pour des très gros investisseurs et qui vont demander des startups, enfin plutôt démarcher des startups qui sont dans la blockchain ou la crypto en disant qu'ils peuvent investir. Et souvent, la discussion se termine par on va on va investir dans votre projet à condition que vous ayez une preuve de fonds à nous fournir. Souvent, la preuve de fonds, c'est montrer un wallet. Et le but, ils essayent après par tous les moyens possibles de siphonner le wallet. Et il y en a beaucoup. J'ai été contacté d'ailleurs la semaine dernière par un family office. Et souvent, on le voit très bien, c'est des gens qui font pas de due diligence. Au bout de 5 minutes, ils disent « Ah, ça nous intéresse, on va investir dans votre projet ». Ils veulent lâcher 1 million comme ça. Ils ont des sites internet où il n'y a pas de photos. Ils passent, tu fais des visios avec eux, la caméra ne fonctionne pas. Donc il y a plein de petits détails comme ça qu'il faut se méfier. Et généralement, en fait, ils essayent de demander 1 million ou 2 millions d'euros et que les personnes aient au moins 10% de la somme en preuve de fonds. Donc si tu demandes 1 million pour ta levée, il faut que tu aies 100 000 euros en crypto-monnaie, et eux, ils veulent essayer de te piquer 100 000 euros en fait, sur ton compte, quoi. Et inversement, si tu ne demandes que 100 000 euros, ils vont essayer de te piquer 10 000. Proposer un rendez-vous, il faut que tu aies 10 000 euros sur un compte, et ça, c'est très, très courant. J'avais déjà rencontré des personnes comme ça en 2021, et comme par hasard, ils ont ressurgi maintenant en 2024 avec le bull run. Donc, faites attention, ils sont toujours là. Je confirme, puisque j'ai eu affaire, je dirais, à ce type de manipulation. Voilà. Et ça a été mis en évidence par un rapport qui vient de sortir de la DGSI, qui est sur son site, et qui justement, parce que c'est beaucoup les startups qui sont ciblées et qui donnent tous les conseils que nous avons exposés ici pour éviter ce genre de choses. En tout cas, merci Grégory pour ce témoignage. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent s'exprimer? Alors, je donne la parole à Jonathan, vas-y. Oui, bonjour à tous. Je connais la plupart des personnes ici. Juste une petite question pour Marc. Quand tu dis schtroumpfage, tu parles de peeling, on est d'accord? Oui, tout à fait. Ouais. Ok. Ouais, c'était juste pour avoir la confirmation, parce que j'étais pas complètement sûr du sens que tu donnais. Merci. Super en tout cas d'avoir fait ce petit live. Merci Jonathan. Merci. Et justement, le schtroumpfage, c'est fait pour rester en dessous des seuils de vérification AML. Et je veux dire, la réglementation financière, elle est internationale. Donc, c'est là qu'on peut avoir un effet de levier pour négocier vis-à-vis des différentes plateformes en disant, bon, ben, si vous ne remboursez pas ou autre, même si vous n'êtes pas régulé, eh ben, on signalera à l'autorité financière de votre pays. En général, ça les fait réfléchir. Oui, tout à fait. Mais c'est parce que c'est plus connu sous le nom de peeling, c'est pour ça. Et en anglais, ça s'appelle du peeling. Oui, et c'est pour ça que j'étais pas sûr que ce soit exactement en fait la même chose. Mais oui, effectivement, c'est pour passer sous les radars et rendre beaucoup plus difficile le travail d'investigation. Alors, il nous reste 3 minutes. Dans un contexte francophone, j'ai trouvé que c'était plus amusant. Non, mais c'était juste pour clarification, parce que j'étais pas du tout sûr en fait du terme schtroumpfage. Il nous reste 3 minutes. Que je vous propose, c'est de vous laisser chacun le mot de la fin, 1 minute chacun. Voilà, donc sur ce sujet, ce que vous conseillez de faire. Enfin voilà, respectez le timing. Vous avez 1 minute chacun.
Est-ce que Jérémy, tu veux commencer? Oui, avec plaisir. Alors voilà, moi très clairement, au vu de ce que je connais dans les dossiers, que ce soit au niveau pénal ou au niveau civil, voilà, mais les conseils de bon sens, effectivement, d'éducation financière, d'acculturation, de comprendre ces mécanismes émotionnels, voilà, que j'ai tenté de vous expliquer tout à l'heure, de protéger vos cryptos dans des cold wallets, ça me paraît être la meilleure défense en termes de sécurité crypto parce que les arnaques sont nombreuses, violentes et qu'une personne arnaquée, elle est toujours victime plusieurs fois, d'abord de ses cryptos, ensuite psychologiquement, et enfin derrière, et vous le savez que trop, c'est que pour pouvoir se défendre, il va falloir qu'elle paye des professionnels que nous sommes, et nous serons là toujours pour les accompagner, mais on est 3 fois victime finalement. Et que donc, si la prévention, voilà, c'est vraiment le message que je voulais donner, l'éducation. Deuxième point, si vous devez, après, malgré tout, voilà, agir, il faut se ménager de la preuve. Et de la preuve, c'est comment? C'est avec effectivement un enquêteur on-chain, parce qu'on parle de crypto, et il faut une plainte qui soit correctement rédigée et correctement adressée à un parquet, ministère public. Il faut éviter aujourd'hui la gendarmerie Pharos, etc. Votre plainte ne sera pas traitée correctement. Donc, si vous devez y aller, choisissez les bons professionnels, d'accord, à un prix raisonnable, mais il y a du travail derrière, sachez-le. Effectivement, Véronique nous l'a montré, Marc nous le montre aussi, Jonathan qui était là aussi. Et ça, voilà, s'il faut le faire, on le fait, mais voilà, les chances de succès sont peu. Et sur la voie civile, et moi, je défends à la fois des investisseurs, mais aussi des établissements de paiement. Donc, je suis des deux côtés. Et voilà, et faites attention aux belles promesses de professionnels qui vont vous dire, mais on peut attaquer la responsabilité bancaire, etc. Comme vous l'a dit Véronique, véritablement, c'est que dans des cas très particuliers où en fait, il est possible d'obtenir réparation auprès des établissements bancaires. Donc voilà, faites attention à ces deux aspects. Il y a des possibilités, elles sont, voilà, on peut les mettre en place, mais véritablement, seule la prévention sera la meilleure sécurité pour vous. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi, Jérémy, pour ces conseils. Donc, je vais passer maintenant la main à Véronique, si tu peux effectivement une petite minute de dernier conseil, conclure sur une minute. Hein. Je dis tout pareil que mon confrère et ami Jérémy. Bon, mais par contre, il faut quand même, bon, quand on est confronté au problème, il faut se défendre parce que il faut se méfier de quelque chose. Et notamment, c'est quand Jérémy dit trois fois victime, c'est d'être victime éventuellement d'une débancarisation à l'envers. Parce que quand justement là, on a sorti dans certaines circonstances beaucoup d'argent, etc., vous avez les banques qui peuvent fermer votre compte. Et quoi qu'on en dise, même si on vous dit oui, bon, c'est chouette d'être débancarisé, bon, c'est pas aussi évident que ça. On a besoin des banques. On a besoin des banques notamment pour avoir des crédits, etc. Bon. Et donc, savoir se défendre, même à titre, je veux dire, conservatoire, avec un dossier de manœuvre frauduleuse, permet de s'opposer, parce qu'il y a de la jurisprudence montante aussi, même si la banque considère que s'il y a un risque considéré d'une utilisation frauduleuse de notre compte de paiement, ben, c'est en vertu des directives AML, on peut fermer le compte. C'est pas aussi évident que ça. Donc, vous voyez, il faut aussi se défendre pour se préserver et préserver ses droits, parce qu'il y a de la jurisprudence qui a considéré que les banques n'avaient pas un pouvoir discrétionnaire en la matière quant aux fermetures de comptes. Alors, je sais bien que quand on est dans la vraie pratique, c'est pas aussi simple que ce que j'ai l'air de vous dire. Et puis, avec Jérémy, on est des professionnels motivés, on travaille beaucoup, on essaie toujours de pas vous envoyer dans des murs. Mais par contre, quand on a un dossier comme ça, et Jérémy vous l'a bien dit, faut partir avec des experts d'analyse on-chain et de flux. Sinon, vous pouvez pas y arriver. Très bien. Je te remercie, Véronique. Ben, du coup, voilà, en transition, maintenant, je vais laisser la parole à Marc. Alors, ça va être difficile pour moi de conclure parce que autant Jérémy et Véronique ont dit tout ce qu'il fallait en conclusion, donc j'ai plus grand-chose à rajouter. J'ai juste 2 éléments qui vont être extrêmement importants, qui est déjà, voilà, parce que tout ce qui a été dit, c'est absolument parfait, et surtout, qui va être faites attention aux fausses promesses
de personnes qui veulent vous aider. Il y a beaucoup d'arnaques avec des faux récupérateurs, avec des fausses sociétés. Et donc ça aussi, il faut faire le tri, il faut regarder, comme le disait Jérémy, faut regarder s'ils sont présents depuis longtemps, s'ils sont connus, notamment s'ils sont partis de clubs comme Wallcrypt, c'est un signe. Donc voilà. Faites Moi, je attention garantis pas quand également. même que. Non, Je demande pas de mais KYC pour les membres du club, mais. tu vends pas de caveau ici, mais a priori, tu as vu les gens en face à face, Oui, tu oui, leur oui, as oui, parlé. tout à Donc fait. Oui, oui, tout à tu peux fait. dire Aujourd'hui, qu'ils existent physiquement, hein. je te remercie d'ailleurs de parler du club, puisque c'est vrai qu'on l'a même pas abordé, mais le club, effectivement. Donc, merci en tout cas pour cette conclusion, Marc. Et voilà, donc le club Wallcrypt, c'est effectivement aujourd'hui 300 personnes sur la France, des professionnels, je dirais, donc comme vous, hein, puisque vous êtes membre du club, hein, donc aussi bien des avocats, des experts, je dirais, en cybercriminalité, mais aussi des start-upers, des gestionnaires de patrimoine. Voilà, on va retrouver toutes les professions des personnes qui s'intéressent au monde de la crypto-monnaie, de la blockchain et aussi de l'IA. Et l'objectif, eh bien, du club, c'est aussi de faire de la vulgarisation, comme on vient de le faire là. Il y avait peut-être une petite question que j'aurais voulu poser quand même, je dirais, donc Marc, à partir de quel montant ça peut être intéressant de dire si moi, par exemple, voilà, j'ai été victime, j'ai une escroquerie, voilà, on m'a volé 100 euros ou 1000 ou 10 000, à partir de quel moment faut réagir? Ben, Très rapidement, hein, puisqu'on est ben, vraiment sur la fin. réagir et arrêter de payer, c'est à partir du 1er euro. Réagir et se défendre, c'est aussi une cohérence de combien on va mettre et de combien on a perdu. C'est-à-dire que 100 euros ou 1000 euros, bon, on va pas aller voir un avocat et lancer une procédure pour 1000 euros, ça c'est clair. Mais à partir de 10 000, 15 000, 20 000, on peut commencer à se poser des questions. Et selon certains cas de figure, ça peut y avoir pertinence à faire des choses, mais c'est vraiment, il n'y a pas de réponse toute faite là-dessus. Faut vraiment avoir un professionnel qui va regarder et c'est au cas par cas. Jérémy, ton micro est coupé. Ouais. Je voulais juste quand même ajouter que même si je vous dis effectivement qu'il faut s'entourer de bons professionnels, une plainte auprès du procureur de la République du lieu de votre domicile est suffisante. Vous pouvez faire un courrier recommandé AR, vous l'envoyez au procureur de la République, tribunal judiciaire de votre lieu de votre domicile, et au moins, comme ça, au moins, la plainte est enregistrée. Et donc, faites-le tous, même si, là, pour le coup, prenez pas de professionnel pour 100 euros, 50 euros, peu importe, c'est le principe. Plus il y aura de plaintes qui seront déposées auprès du parquet, les parquets financiers vont s'emparer de ces sujets et nous, professionnels, on pourra à ce moment-là faire du lobbying et faire avancer les choses. Donc, déposez plainte, même seul. Oui, et puis comme dit Jérémy, sur votre plainte, après, nous, on peut intervenir après pour essayer de relancer l'enquête, etc., et puis faire un mémoire complémentaire, même si au début, vous l'avez fait à titre conservatoire. Ça m'arrive, moi, de reprendre des dossiers comme ça. Écoutez, je vous remercie toutes et tous, je dirais donc déjà pour votre intervention. Les personnes qui nous ont suivis également. Donc, j'ai vu passer un message, donc une personne qui a été victime d'une arnaque. Donc, je vous invite, donc vous pouvez contacter directement nos experts, à savoir aussi bien sur LinkedIn, Véronique, Jérémy, Marc. Ce webinaire sera mis aussi sur YouTube avec leurs coordonnées. Je pense que ça peut être relativement intéressant. J'irais même d'en parler autour de vous, si vous connaissez des personnes qui ont été victimes, peut-être j'irais d'aller revoir cette vidéo, et aussi on mettra des contacts, j'irais dans les commentaires. Voilà, écoutez, merci à toutes et à tous, et puis écoutez, bonne fête de fin d'année aussi, j'en profite, puisque voilà, on est quand même, j'irais pas loin de Noël, donc faites attention à vous, j'irais, et protégez bien vos cryptos. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.